nous avons la joie et le plaisir d'accueillir le Père Henrik Paprocki. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, le Père Henrik est un formidable théologien qui nous vient de Pologne, auteur et intellectuel de renom, ayant étudié en Pologne et en France. Son engagement académique est particulièrement fertile. Il a écrit sur la divine liturgie ainsi que sur les œuvres patristiques. Pendant de nombreuses années, il a porté la parole de l'Église orthodoxe de Pologne, qui, comme vous le savez, est l'une des églises autocéphales orthodoxes les plus dynamiques. Le Père Henrik est connu pour sa formidable ouverture d'esprit et son goût, je pense, pour la culture et notamment le théâtre, n'est-ce pas? Il est le récipiendaire de nombreux prix et distinctions. Aussi, nous attendons avec impatience de l'entendre nous parler de la vie et de l'œuvre scientifique de Saint Grégoire Perazzé, qui de nombreuses manières n'est pas sans nous rappeler la personne même du Père Henrik. Saint Grégoire fut ordonné au sacerdoce à notre cathédrale le 24 mai, si je ne me trompe pas, le 24 mai 1931. Est aussi une figure marquante de la communauté géorgienne, Saint-Lino, qui nous est si cher, Père Achille. Cher Père, on est vraiment content de vous avoir aujourd'hui parmi nous et je passe la parole tout de suite à notre cher professeur Alexis. Voilà. Merci beaucoup, Monseigneur. Comme toujours, l'honneur pour moi. L'honneur est grand parce que, d'abord, nous avons avec nous quelqu'un qui va nous parler, qui connaît bien le sujet, mais surtout parce qu'on va parler de quelqu'un dont la sainteté a été reconnue et qui a reçu l'ordination et qui est rentré dans les ordres ici même. Et je crois que c'est ce qui fait le lien donc, avec cette soirée. Il faut aller très loin, évidemment, pour aller. C'était en 1931, je crois, quand le Père Grégoire, pas Père encore, a reçu l'ordination ici des mains du métropolite Germain Germanos de Thyatire, qui était responsable des paroisses œcuméniques dans l'Europe occidentale. Alors, on va très vite passer la parole, évidemment, à notre invité, parce que c'est lui qui va vraiment nous éclairer. Et avant de faire Achille, il a préparé quelque chose. Alors, il voulait que je l'introduise, alors voilà. À vous. Si tu veux, je peux le faire aussi, mais je suis sûr que le Père Henrik parlera beaucoup mieux que moi, et c'est pour ça que nous l'avons invité d'ailleurs. Donc moi j'ai jeté quelques petites notes, mais je pense que tout le monde va dire la même chose. Moi, je voulais simplement rappeler que le Père Grigol Perazzé est né en Géorgie, à Bakoutsikhe. Déjà, voilà l'église où son père était prêtre, et donc il a été baptisé. Nous avons eu, Père Henrik et moi, l'honneur de célébrer dans cette église. Lui plusieurs fois, moi une fois. Et on ne la voit pas ici. Si. Ah si. Donc son père était prêtre dans cette paroisse, mais il décède en 1905. Et donc il est élevé par son oncle et sa mère. Et en 1918, il termine le séminaire de Tbilissi,
musée des Beaux-Arts. J'espère qu'il est toujours musée, pour l'instant. Et donc, c'était l'époque, en 1918, très importante dans l'histoire de la Géorgie, puisque au bout de 117 ans on ne va pas dire d'esclavage, mais de domination, merci monsieur l'ambassadeur, nous avons rétabli l'indépendance, puisque en 1784, il y a eu un traité avec la Russie, avec l'Empire russe, qui devait aider la Géorgie. Et au lieu de ça, la première chose qu'a fait l'Empire russe, c'est de supprimer le royaume, supprimer l'autocéphalie et de russifier au maximum les choses. On dirait les choses un peu sans s'étendre. Donc dès 1918, dès qu'à la faveur de la révolution, dès 1917, la première chose que font les Géorgiens, c'est de rétablir l'autocéphalie de l'Église et d'élire un patriarche. En 1918, la deuxième chose, même avant l'indépendance, c'est la fondation de l'université où le père Grigol va étudier un moment la philologie. Donc c'est l'ancienne littérature georgienne, donc c'est les pères de l'Église, les puis des saints. Et comme c'est un étudiant vraiment exceptionnel, en 1921, il est envoyé par le patriarche Ambroise, qui a été aussi canonisé depuis, étudié en Allemagne, à Berlin, à Bonn, et il devient un spécialiste de théologie et des langues orientales anciennes. Donc d'après dans les conversations avec Père Bénédicte, il parlait 24 langues. Il soutient son doctorat en 1927 sur les origines du monachisme georgien. En 1929, à Paris, puisque nous étions déjà sous la domination soviétique, donc l'émigration s'est constituée à Paris, il y a un groupe de Georgiens qui décide de fonder un lieu de culte. Donc il y a un comité avec Ilamaz Dadeshkeliani, Joseph Kemoularia et Evan Zouavishvili. Le principal acteur de la fondation de la paroisse, c'est Ilamaz Dadeshkeliani, un diplomate georgien, juriste, canoniste, dont le père avait été aussi canoniste, et c'est lui qui avait discuté avec l'Église de Russie pour le rétablissement de l'autocéphalie. Et l'Église de Russie demandait à ce que toutes les églises russes qui sont en Géorgie dépendent du patriarcat de Moscou. Et on lui a expliqué, mais non, c'est le principe territorial qui compte, pas le principe national. Et donc c'est sur ce principe qu'avait été fondée l'autocéphalie de l'Église georgienne. Et Ilamaz se souvenait bien de ça, et c'est ce qu'il a, après d'âpres discussions avec les Georgiens, c'est ce qui a été décidé de faire. Et donc la paroisse est placée sous la juridiction du patriarcat de Constantinople, premier des sièges patriarcaux, pour répondre au principe de territorialité et non ethnique et nationale, comme malheureusement ça s'impose de plus en plus. Donc nous sommes peut-être la seule paroisse vraiment canonique en France, dès l'origine. Et les autres ont adopté le patriarcat de Constantinople parce que c'était plus facile, cela, mais nous, c'est par principe, simplement, et pour sauver l'unité de l'Église. Monseigneur Dimitrios est très sympathique, et nous l'aimons beaucoup, mais c'est pas pour ça, c'est pour le principe. Voilà. Et donc l'Ilamaz, bien sûr, contacte Grigol Beladze, parce que l'immigration georgienne n'est pas énorme, donc tout le monde se connaît, qui accepte de devenir le prêtre de cette paroisse dédiée à Sainte Nino, évangélisatrice de la Géorgie au IVe siècle. Donc il est ordonné diacre à Londres, parce que c'était le siège à l'époque de la métropole en Europe, du patriarcat de Constantinople, et puis prêtre à Paris, dans cette cathédrale, qui est vraiment notre cathédrale. Moi aussi j'ai été ordonné, et aussi tant qu'on n'avait pas de paroisse, on faisait les grands enterrements, les mariages. Le héros national de 1924, Kakoutsa Tcholorashvili, l'office des obsèques a eu lieu ici, et il y a beaucoup d'événements qui ont lieu ici.
ordonné le 24 mai 1931. Et pour une petite anecdote, quand j'étais étudiant à Saint-Serge, j'étais dans la même chambre que Yasha Rebinder, le maintenant père Jacques Rebinder. Et à Pâques, on faisait le tour de toutes les églises et on finissait à Agnières, à la table des Rebinder. Et donc avant d'aller se mettre à table, on allait saluer Père Alexandre, qui était déjà pas très bien, qui était couché. Et alors Yasha me présentait en me disant, voilà, papa, c'est mon ami Achille, il est georgien, comme si c'était un grave handicap. Peut-être le contraire. Et alors le Père Alexandre disait, ah oui, georgien. Et il racontait tous les ans la même chose, et Yasha avait un peu honte, mais moi ça me faisait très plaisir. Donc il racontait que voilà, quand nous étions étudiants à Saint-Serge, nous avons décidé d'aller voir comment ça se passait chez les Grecs. Et donc on arrive, et il y avait une ordination, et à la fin le prêtre sort, et il lit la prière, sans doute devant leur rond, dans une langue incompréhensible. Et il termine, lui c'était le premier prêtre de notre paroisse. Donc en fait, lui et un groupe d'étudiants de Saint-Serge ont assisté à l'ordination Saint-Archimandrite du Golfe-Pérat. Donc c'est pas grand-chose, mais ça me faisait plaisir d'entendre ce témoignage direct. Père Pératé, en 1933, quand j'ai oublié, ah oui, ça c'est la fameuse photo dans la cour de l'église, avec toute la communauté georgienne. Et le petit monsieur à la barbe blanche, là, c'est le deuxième saint de la paroisse, Ektime Taraishvili, qui est un grand scientifique et qui était membre du conseil paroissial, j'ai lu dans les archives, dans le premier conseil paroissial. Et donc c'est lui qui s'occupait du trésor, entre guillemets, en 1921, lors de l'immigration. Le gouvernement georgien est parti en emmenant toutes les icônes et les objets précieux qui étaient au musée. Et c'est lui qui s'occupait de ça. Et après la guerre, il y a eu un accord entre Staline et De Gaulle, et le trésor est revenu en Géorgie. Le président Noé Jordania, le président de la Géorgie indépendante, a chargé, contre sa volonté, Ektime Taraishvili de rentrer en Géorgie avec le trésor pour être sûr que tout arriverait bien au musée. Donc il est rentré en Géorgie, tout s'est bien passé, et puis il a été arrêté, déjà très âgé, et après un interrogatoire qu'on peut penser énergique, on l'a laissé rentrer chez lui et il est mort quelques jours après. Si ce n'est pas une légende, c'est... Ensuite, évidemment, à son enterrement, il y avait très peu de monde, mais maintenant, il est enterré sur la montagne Sainte au Panthéon. Donc, il a été canonisé aussi. Donc, et devant, nous avons Claude Kemoularia, un des petits garçons. Voilà. C'est lui qui a vécu le plus longtemps. Voilà. Alexis l'a vu en 1995, quand le patriarche Kouménik est venu. Il faisait partie de notre délégation. Ça nous a fait rentrer. C'était le père de Claude qui était... Non, c'est Claude. Oui. Le petit garçon, c'est Son Claude. père était à l'origine de la paroisse. Avec Damas et Evan. Donc on peut passer à Varsovie, non? Ah non, tiens. Et pourquoi il est là, ben voilà. Donc en 1933, il est invité à Varsovie par le métropolite Dionys. C'est lui, c'est ça? Là, je viens d'apprendre quelle personnalité c'était. C'était vraiment une personne exceptionnelle. Donc il enseigne la patristique à l'université de Varsovie et il revient régulièrement pour célébrer les baptêmes, les mariages, tout ce qu'il faut célébrer. Et en plus, il effectue de nombreux voyages d'études en Grèce, au Moitos, en Terre Sainte, Bulgarie, Italie, Belgique. Donc quelque chose d'absolument fabuleux comme énergie et comme travail. Et il découvre de nombreux manuscrits géorgiens. Et
Seconde, ça veut dire que c'est la dernière. Voilà. Seconde Guerre mondiale éclate et il est dénoncé à la Gestapo, certains disent par des Géorgiens, pour avoir protégé les Juifs. Et il meurt le 6 décembre 1942 au camp d'Auschwitz. Et après Mamao, voilà. Et son successeur, le père Élie Mélia, se préoccupe de sa mémoire et charge un de ses jeunes étudiants polonais à Saint-Serge, un certain Henryk Pawlowski, de mener une enquête en Pologne. Après ce que j'ai appris, il y avait d'autres étudiants polonais, lui il a été jusqu'au bout. Et le père Henryk étudie la vie, l'œuvre de Grigol, et qui aboutit finalement, je vais un peu rapidement, ça a duré des dizaines d'années, un travail vraiment très long, à la canonisation le 19 septembre 1995 par le concile local de Géorgie, et à la fondation à Varsovie d'une paroisse dédiée à Saint Grigol Terazel, dont il est le recteur. C'est extraordinaire parce que tout est géorgien dans cette paroisse, toutes les icônes, le tapis, enfin, c'est voilà. Alors là c'était Père Élie qui était vraiment aussi une des grandes personnalités de l'orthodoxie. Notre paroisse, donc il y a quelques photos, on a mis ensemble de la paroisse de notre chapelle actuelle, fondée en 1929, et restée jusqu'à la fin du XXe siècle la seule paroisse georgienne existant en dehors de la Géorgie. Et donc on se partie de la charge spirituelle des familles georgiennes établies un peu partout dans le monde. Je me souviens des voyages du père Élie Mélia, notre recteur, aux USA et ailleurs. Je me souviens également des célébrations de la nuit de Pâques auxquelles venaient assister des familles venues d'Argentine, et peut-être même, si je me souviens bien, d'Australie, mais j'exagère peut-être un peu. C'est dans cette chapelle que nous conservions le drapeau de la Géorgie indépendante, et c'est également là que nous faisions mémoire et que nous le faisons toujours, des dates importantes de notre histoire récente. Aujourd'hui, l'époque a changé, la Géorgie est indépendante et nous sommes devenus une paroisse comme une autre, ou presque, témoignons d'un passé prestigieux au service de ceux qui viennent prier avec nous. Donc, évidemment, la personnalité du père Élie Mélia est très marquante dans notre paroisse. La présence spirituelle du saint héros-martyr Grigol Terazel se fait également se sentir. Nous comptons parmi nous de nombreuses personnes qui ont été baptisées par lui, malheureusement de moins en moins. Il y en a encore quelques-unes. Sur l'autel repose un récipient contenant le saint graine, sous lequel on lit une inscription datée de 1931. Donc le père Grigol l'a tenu entre ses mains. Parmi les vêtements liturgiques, il y a un félonion noir que je revais pour les célébrations de la Semaine Sainte. Et là, j'ai marqué une vingtaine d'années, mais ça doit être un peu plus. J'ai entendu notre vieux lecteur, Nicolas Mamoulachvili, qui était déjà lecteur du père Grigol, murmurer « C'est le père Grigol qui m'a demandé de le faire teindre en noir ». Donc ça a appartenu au père Grigol. Malheureusement, il y en a deux. Donc je ne sais pas lequel c'est. Alors, dans l'inventaire appartenant à la paroisse, j'ai vu que les couronnes, voilà, dont nous servons pour les mariages, ont été offertes par la famille Bagration pour le premier mariage célébré dans notre paroisse. Donc le père Grigol les a tenus aussi et s'en est servi. Les Tapios, voilà, qui sert le vendredi saint où on voit le Christ au tombeau, et de Mikhail Ilanishvili, un peintre georgien décédé en 1934. Donc, il date aussi du père Grigol. Nous avons également plusieurs icônes représentant le père Grigol qui matérialisent sa présence parmi nous. Voilà certaines icônes qui nous ont été offertes. C'est là été par la fille du père Élie Mélia. Et c'est
n'était pas encore canonisé, Grigol Khansteli. Elle leur voulait comme symbole, puisque nous n'avons pas de tombe, il est mort à Auschwitz, donc c'est un peu le symbole de sa tombe. Voilà. Ensuite, j'ai des petites réflexions personnelles. Alors, je me souviens que mon père racontait à propos du père Grigol. Donc, il était un peu plus jeune que le père Grigol. C'est avec beaucoup de tendresse qu'il se remémorait les longues conversations sur les bancs du métro parisien avec le père Grigol. Et il m'expliquait qu'on allait prendre le métro, puis on s'asseyait, on commençait à bavarder, et on oubliait de monter dans la rame, on restait là pendant des heures. Et donc mon père a toujours voulu avoir des livres georgiens, donc c'était aussi très difficile à l'époque, les frontières étaient fermées. Et si le père Grigol les voyait, il disait, mais la Hakim, la promesse, j'en ai plus besoin de toi, et hop, je les emportais. Et là, mon père, d'un coup, s'essuyait les larmes au point de l'œil. C'était l'une des deux personnes qui se remémorait en essuyant une larme. Donc je voudrais vous remercier d'avoir écouté ce verbiage. J'espère qu'il va rester quelque chose. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est le principe canonique de notre paroisse, qui est, normalement, ça devrait être un exemple pour toutes les autres paroisses, pour faire une unité sans passion et sans les uns contre les autres, avec simplement l'amour du Christ et avec et autour du Christ. C'est le Christ qui nous réunit tous, principal. Je vous remercie beaucoup, évidemment, Père Henrique, pour tout ce qu'il a fait de sa vie. J'ai petit à petit, au long des années, j'ai l'impression d'avoir un frère aîné. J'ai beaucoup d'affection pour lui, pour toute son œuvre et beaucoup d'admiration. Pour tout ce que je n'ai pas fait, moi, scientifiquement, et qu'il a fait. Je voudrais aussi remercier Monseigneur qui nous a donné l'occasion d'organiser cette soirée, de le remercier d'avoir toute cette énergie, de nous secouer un peu. Bon, quelquefois, on a envie de ne pas bouger, mais c'est bien de tout ce que vous faites, continuer comme ça. Et donc, je voulais vous laisser un souvenir dans cette cathédrale. Le Père Grigol a été ordonné. Donc, j'ai commandé une icône en Géorgie. Donc, je leur avais donné un modèle et ils ont fait ça. C'est une très jolie icône, mais je ne reconnais pas toujours Père Grigol. Mais à force de prière, il va se ressembler. Donc, nous vous laissons de la part de la paroisse cette icône pour la cathédrale. Merci. Une intervention simple mais très émouvante du Père Achille. Alors, ce que j'ai retenu de votre paroisse, mon père, c'est qu'il faut être là pour devenir saint, parce que vous en avez déjà deux, c'est ça? Oui. Oui, bon. Nous étions la seule paroisse en dehors de Géorgie. Ah oui, mais il y a de Nous, ça après, déjà, on je peut ne sais pas si changer toutes les les paroisses de France peuvent se prévoir d'une telle charge. Voilà. Alors, bon, on a eu des éléments d'ecclésiologie aussi, etc. Mais maintenant, nous allons passer à une analyse par quelqu'un qui a justement travaillé et qui a amené très loin le travail sur le père Grégoire, donc Grigol Peradze. Et donc, nous sommes très contents, comme ça a été dit, d'accueillir ici le père et le professeur, donc, Henryk Pawłowski, qui est professeur donc, honoraire à l'université de Białystok et qui lui va nous parler sur la vie et le travail scientifique du père Grégoire Peradze. Éminence, grand père, madame, monsieur, je suis très heureux, bien sûr honoré d'être ici chez vous, dans cette maison, ou peut-être Père Grégoire aussi, quelquefois. Nous sommes ici aujourd'hui grâce à Père Eliamelia, qui a demandé de moi, quand j'étais étudiant à Paris, de trouver tous les documents, publications, etc., de Père Grégoire. Et en plus, dans le même moment, le catholicos patriarche de la Géorgie, il y a commencé
process de canonisation de Saint Grégoire. Et à cause de ça, j'ai la possibilité de participer dans ce processus de canonisation. Et on puisse trouver toutes les publications scientifiques en diverses langues. Ce n'est pas plus facile parce que Saint Grégoire a publié dans 5 langues. Je dis qu'il parlait 24 langues. 24 langues. C'est un extraordinaire linguiste, avec la connaissance aussi de langue ancienne. Grâce à Dieu, nous avons trouvé toutes les publications. Cette publication, témoignage de personnes qui lui connaissent, en Pologne surtout, ont une base de la canonisation. Le secrétaire de sa sainteté venait spécialement à Varsovie pour trouver toutes les choses. Cette canonisation, dont j'ai déjà parlé, sera en Mtskheta dans la cathédrale du patriarche de la Géorgie. Je voudrais dire quelque chose sur l'œuvre vie de Saint Grégoire Peradze, Saint Grigol en langue géorgienne, mais aussi comme Grégoire, Grégor, Grzegorz, Peradze, mais dans le nom scientifique connu dans la période entre les deux guerres contre Archimandrite Peradze. Dans toutes les publications sur lui, on parle d'Archimandrite Peradze préparé à dire quelque chose comme ça. Elle est le 13 septembre 1899 à Bakurtsikhe. C'est la province de Kakheti en Géorgie. Son père, Romanos, qui était le prêtre de la paroisse orthodoxe que nous avons déjà vu, à Bakurtsikhe, décéda en 1905 et les enfants furent élevés par leur mère et par leur oncle paternel, mais aussi pour son oncle paternel qui est aussi prêtre. Le père Grégoire disait plus tard que sa vie fut influencée de manière décisive par la tradition familiale, parlant de l'appel de l'un des ancêtres au sacerdoce. Marchant sur ses traces, Grégoire entra au petit séminaire de Tbilissi, dont il est sorti. Il continua ensuite ses études au séminaire, qu'il termina première de sa promotion, c'est quelque chose de très rare. Mais dans la Russie, avant la Révolution, un diplôme de première classe donnait le droit d'entrer dans toutes les académies théologiques de l'Empire russe, mais la Révolution avait éclaté et la formation d'une république de la Géorgie indépendante changea tous les projets d'avenir. Il commença ses études de philologie à l'université de Tbilissi. Il accomplit son service militaire de base et fut instituteur dans une école rurale au village de Manavi, d'où il rentra à l'université de Tbilissi. Et de là, grâce aux efforts du prêtre et professeur Corneliu Kekelidze, un remarquable spécialiste de la littérature et la liturgie géorgienne ancienne, il reçut la permission d'aller étudier à l'étranger. En octobre 1921, le Conseil du catholicosat de Géorgie, sous la présidence du catholicos patriarche Ambroise Ier, envoie Grégoire Peradze étudier à Berlin, avec pour mission d'accomplir une formation théologique complète. Il avait obtenu une bourse pour l'Allemagne, grâce aux efforts du docteur Johannes Lepsius. C'est un fils d'un grand égyptologue allemand, auquel Grégoire s'attacha, ainsi que toute sa famille, avec le père Grégoire, une relation vraiment familiale. Il partit donc pour Berlin. Il commença par suivre le cours intensif de l'allemand, puis ensuite, après avoir passé les examens nécessaires, il fut inscrit à la faculté de théologie de l'université de Berlin, sous la direction du professeur Adolf von Harnack, Adolf Weizmann, Karl Rockelmann et Bruno Meister. Il étudia la théologie et les langues orientales anciennes,
hébreux, syriaque, arabe, copte, arménien et grec. À la même époque, il étudia également le latin, l'allemand, l'anglais, le français et le danois. En outre, il avait évidemment connu la russe, le slavon, bien sûr le géorgien, l'arménien. Et après 1913, il a appris très rapidement la langue polonaise. Pendant 6 mois, il apprend la langue polonaise. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il parlait si bien polonais, et bien sûr, écrit si bien polonais, que quand je lis les étudiants, les fragments de ce journal en langue polonaise, quand vous pensez qui est l'auteur, c'est un écrivain polonais. Ce n'est pas un écrivain polonais, c'est un géorgien qui a écrit ça. Dans un premier temps, Grégoire Peradze avait l'intention de présenter un mémoire de licence sur l'activité de mourant aponique géorgien Georges Laguerite, mais à la fin de l'année 24, sur le conseil de Richard Meckelheim, lecteur de géorgien à l'université de Berlin, il s'adressa au professeur Gussen de Bonn pour lui demander son aide avant de continuer ses études. À cette époque, à la raison des situations de crise économique en Allemagne, il demeurait à Rottbourg, sur l'île de Lononat au Danemark, dans la famille d'un pasteur. Pendant cette période, il a pris la langue danoise, très bien. Pendant le fête de Noël de l'année 24, il passa 2 semaines chez le professeur Gusen-Labonne, travaillait dans sa bibliothèque privée, et à son retour de Berlin, son ami et protecteur, Dr. Lepsius, lui, consigna des parties pour l'université de Bonn. Ce qu'il se fait. Et à la faculté de philologie de Bonn, il étudia l'histoire de la religion et perfectionna sa connaissance de langues orientales sous la direction de Paul Kahler, Anton Baumstark, qui est un éminent liturgiste, avec qui elle a ensuite collaboré, publié ensemble beaucoup des articles. Et en particulier le Heinrich Gusen, le fameux orientaliste allemand. C'est à cette époque qu'il traduit en allemand la vie de Georges Laguerite, augmentée d'une introduction critique. Dr. Lepsius, lui, considéra rechercher de présence, préparer un travail de doctorat. Mais un doctorat ça a commencé par le début de la vie monastique en Géorgie. Dans la même époque, le début de la vie monastique en Géorgie n'était pas vraiment connu. Le père Grégoire a préparé une grande thèse intitulée Geschichte der georgischen Weltkunst von ihren Anfängen, l'histoire du monachisme géorgien d'après ses débuts. Et c'est un extraordinaire travail qui a été publié partiellement dans les divers journaux. Et dans l'année 26, il était remis le docteur en théologie par le professeur Kahler de l'université de Bonn, le professeur Holl. Et après, le professeur Gusen envoie le jeune docteur en théologie pour étudier encore en Belgique. Le père Grégoire a étudié chez les Bollandis, le fameux monarque, moine catholique qui prépare la vie du Saint, n'est-ce pas? Et aussi dans l'université de Louvain, c'est l'université de l'ancien Louvain, c'est l'université maintenant. C'est avec la collaboration du père de Bollandis, un extraordinaire spécialiste vraiment aussi de l'histoire de Saint-Pierre en Géorgie, il préparait beaucoup des articles sur les 13 pères syriens, qui Père Peradze considère comme le véritable fondateur de la vie monastique communautaire en Géorgie. Ce sont les 13 pères qui viennent de la Syrie. Et peut-être, c'est la situation n'est pas très claire,
Mais peut-être ces 13 pères sont liés avec le courant de monophysique. Les ascètes se caractérisaient par une animosité marquée envers le corps. Ce début de monachisme géorgien est marqué pour les traces de monophysicalisme, mais après le court séjour en Géorgie, les 13 pères vraiment changé ses orientations vers l'orthodoxie. Au 5e siècle, l'Église géorgienne s'était unie à l'Église arménienne contre les partisans du consul de Chalcédoine. Pour un siècle plus tard, sous le patriarche Kyrion, passer encore en l'orthodoxie. Et c'est une date marquable pour la relation géorgienne-arménienne. À l'époque où le moine syrien arrive en Géorgie, elle était, il faut dire, neutre religieusement. N'avait adopté aucune attitude envers le concile de Chalcédoine, rien, silence, mais le nouveau moine syrien vraiment fortifieront l'orthodoxie géorgienne et organisé beaucoup de monastères en Géorgie qui sont maintenant aussi vivants, très vivants. Par exemple, Jean de Zadazeni fonda le monastère de Mtskheba, David le monastère de Garegia, Shia le monastère de Shion-Gvime, Abibios était recteur de Nekresi, Isa évêque de Tchirkan. Toutefois, on ne sait pas grand-chose sur leur vie. Elles furent écrites très tôt par leurs disciples, mais malheureusement, elles ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Ce dont nous disposons est seulement rester des relations sur le 11e, 12e siècle, pas des relations contemporaines. Mais finalement, tous les vies de 13 saints sont attribuées au catholicos Arsène, car c'est lui qui était principal adversaire des Arméniens anti-chalcédoines. Les premières années après la fin de ces études, Grégoire Pérez continua de s'occuper du monachisme géorgien et il vit dans ce domaine toute une série de remarques. Un trait de rôle de monastère dans la vie de l'Église de Géorgie et du christianisme oriental. Le monachisme géorgien ne s'est basé sur les règles, sur les statuts réguliers, sur les typicons, non. Au premier plan, se détache la personnalité du prieur, qui c'est modèle pour tous les autres moines dans le monastère. C'est aussi quelque chose en même temps négatif et positif. Beaucoup de ces moines vont accepter le poste dans l'Église, on reste seulement moine, et on contre la nomination des évêques, par exemple, etc. Père a dit que le monachisme donne à Géorgie un esprit de la liberté, qui est toujours très vivant dans ce pays. Mais d'autre part, en Géorgie, le caractère spirituel et l'enthousiasme du monachisme ont été préservés grâce auquel les monastères ont réalisé des tâches religieuses et ecclésiastiques sans être menacés par une hypotrophie de formes et de prescriptions. Le monachisme géorgien a rempli l'Église de l'indépendance. Les recherches de cette époque ne sont traduites dans un autre article de Pérez sur le monachisme géorgien consacré aux travaux de traduction d'Euthyme Agurite au monastère d'Iviron au Mont-Athos. Après des recherches sur le Brandis de Bruxelles, sous la guidance du père Paul Peters, éminent orientaliste, et à l'Université catholique de Louvain, Grégoire Pérez fut engagé à l'Université de Bonn, d'abord comme lecteur de langue arménienne et géorgienne, puis comme privat docent à la mort de Heinrich Busen, et dès lors le nom de Grégoire Pérez apparaît plus souvent dans les diverses revues scientifiques. Ces articles lui ont valu d'emblée l'opinion favorable à une des meilleures connaissances de
christianisme ancien au Proche-Orient. Julius Asphalt, l'éminent orientaliste allemand, dans un article consacré aux études de cartologie des sciences de géologie, article en cartologie en Allemagne, caractérise aussi l'activité du Père Grégoire Peradze à Bonn. Les études géorgiennes ont pris un essor nouveau de la moment où le Grégoire Peradze, un géorgien, a soutenu son doctorat à Bonn avec une dissertation concernant le début du monachisme géorgien, et lorsqu'il a commencé à publier ses travaux, surtout dans Oriens Christianus, le revue, dont Anton Baumstark est le rédacteur. Oriens Christianus traite régulièrement de questions géorgiennes, s'écrivant dans la ligne d'Anton Baumstark, Kluge, Gusen, Peradze et Karpischwili. De nos jours, après la mort de Gusen, Peradze, Baumstark et Peters, et le départ de Moulinor et Schmidt vers l'autre école supérieure, la langue géorgienne n'était plus enseignée à l'université de Bonn. On trouve la même opinion chez le professeur Hubert Krautholt en introduction à l'article de Grégoire Peradze sur le sort de la culture géorgienne publié dans Oriens Christianus. Grégoire Peradze s'était effectivement engagé activement dans la vie scientifique de l'Allemagne. On participe dans la congrès orientaliste allemand quelquefois. À la même époque, il concentre son attention sur la liturgie géorgienne pré-byzantine, parce que la Géorgie, premièrement, a dépendu du patriarche d'Antioche, ce qui a donné plusieurs ouvrages classiques sur cette thèse. Au début, le fait que l'Église géorgienne dépendait d'Antioche a influencé la réception des traditions d'Antioche et de Jérusalem. L'influence de Jérusalem sur la liturgie géorgienne s'est exercée en particulier par le monastère géorgien, en particulier le monastère Sainte-Croix et le monastère du Sauveur, et la population géorgienne habitant en Palestine. Les mouvements liturgiques géorgiens pré-byzantins attestent qu'ils ont un début célébré en Géorgie la liturgie de Saint-Jacques, et plus tard également la liturgie de Saint-Pierre. Les prières qui sont conservées pour l'ordination permettent d'affirmer que ce texte procède de la tradition des constitutions apostoliques et des Testamentum Domini Nostri Jésus Christ. Les heures canoniques indiquent, elles aussi, une grande dépendance de la tradition de Jérusalem. Les tropères et les idiomes géorgiens ne correspondent à aucun texte grec connu, et ce qui atteste leur origine hiérosólymite. Une grande quantité de canons de Matine possède une 10e ode en langue géorgienne qui a disparu dans la tradition grecque et dans des autres traditions. Dans la province de Spalletti, on a conservé une tradition de célébrer certaines parties de l'office devant une croix richement ornée, disposée au milieu de l'église, et qui est une trace de la procession décrite par Egeri, procession vers la croix sur la robe de Golgotha. On conserve également certains textes liturgiques dont l'original grec est perdu. Par exemple, les stichères pour les vigiles de nativité du Seigneur et pour vigile de l'Épiphanie, ainsi que les canons du matin du dimanche avant l'Épiphanie, dont l'auteur est Saint Jean de Damascène. On s'en conservait seulement dans la langue géorgienne, ces canons. Jusqu'à aujourd'hui, l'énigme de la présence de 24 tropères pour Kyrie Kekraksa, c'est quelque chose aussi très intéressant au Vêpres, demeure entière. L'adoption du rite byzantin fut la conséquence de la proche avec Byzance, et elle s'est effectuée en tournant vers le XIe siècle, essentiellement grâce à l'activité des traducteurs d'Euthyme Lagurie et de Georges Lagurie au Mont-Athos. Toutefois, on conserve encore en Géorgie des traces de la tradition pré-byzantine. Des dons intéressants en cette matière sont contenus dans la traduction publiée par Grégoire Peradze, une
traduction en langue allemande d'une lettre di Saint Euthyme la Diorite, un Taxmindeli, c'est-à-dire le mot Athos, qui répondait à des questions de Théodore Sabatsmindeli, de Saint Sabat. Et cette lettre contient une description des relations dans l'Église géorgienne au XIe siècle. L'une des questions concerne la liturgie de l'apôtre Jacques et la liturgie de l'apôtre Pierre. Euthyme considère qu'on peut célébrer ces liturgies. Toutefois, le temps de l'unité avec l'Arménie était déjà révolu et toutes les coutumes venues de l'Église arménienne furent considérées comme fautives. À vrai dire, encore au XIe siècle, c'est plus dans l'héritage littéraire de l'Arménie, c'est que ce qui transparaît nettement des lettres de Georges Laguerre. Euthyme est l'un des premiers représentants de l'orientation byzantine dans l'Église géorgienne. Il signa la fin en Géorgie, la traduction d'Antioche et de Jérusalem. Peradze a vraiment familiarisé les liturgistes avec les problématiques de la liturgie géorgienne, également en traduisant en français la version géorgienne de la liturgie de l'apôtre Pierre. C'est la liturgie maintenant qui n'existe pas, c'est seulement dans le manuscrit. En 1900, le roi Peradze a prononcé ce vœu monastique, l'article déjà parlé ici. Il habitait ici à Paris et aussi il publié un bulletin paroissial, mais aussi scientifique, la croix de son nom, Giovanni Basissa, dont il fut à la fois le fondateur, rédacteur et l'auteur presque tous les articles très intéressants pour l'histoire de la liturgie et de la culture géorgienne. Pour le bien de la paroisse, il a également renoncé à son enseignement à l'université de Bonn, et après avoir donné quelques conférences en Oxford, il s'est établi à Paris comme prêtre de la paroisse géorgienne et rédacteur de la croix de Saint-Milan. La plupart des articles publiés dans ce volume annuel à Peradze pour auteur. Le père de Grégoire Peradze m'a vraiment rêvé d'enseigner dans une école théologique. Son vœu fut exaucé quand le métropolite Dionysie, on a polonais, l'invita à Varsovie et lui proposa le poste de professeur de patrologie et de chef des travaux du séminaire de patristique à la section de théologie orthodoxe de l'université de Varsovie. Grégoire Peradze donna sa leçon inaugurale. Il y avait pour la thème les concepts, les objectifs et les méthodes de la patrologie dans la théologie orthodoxe. Elle indiquait en particulier la place de patrologie dans la pratique de théologie et de vie de l'Église orthodoxe. Elle postulait qu'à côté de la patrologie grecque, il faudrait enseigner également les autres littératures chrétiennes orientales, afin que l'on puisse procéder à des recherches critiques selon une méthodologie de travaux scientifiques, surtout de patrologie, mais contre des Syriaques, Géorgiens, Arméniens, etc. Père Grégoire Peradze reçut à la cathédrale grecque Sainte-Sophie de Londres la dignité de l'archimandrie. L'année scientifique, il prononça pour tous les étudiants de la section de théologie orthodoxe de Varsovie un cycle de conférences sur le thème de l'introduction à la science théologique. Après ces brillantes conférences, Père Peradze était nommé le professeur de patrologie dans l'université. Il travaillait toujours vraiment sans relâche pour le bien de l'Église en Pologne. Il habitait un petit appartement, rue Brukova, 22, maintenant dans cette maison où il y a un tableau commémoratif. Il habitait dans ce petit appartement. Il fit une série de voyages petits. Il est vraiment un voyageur exceptionnel. Il s'est rendu en Roumanie, en Grèce, notamment la Thessalonique, ensuite en Bulgarie.
En Montados, il puis se procurer beaucoup de volumes géorgiens et 13 manuscrits. Ainsi compris apportement de la Père des Églises, le cercle de pseudo-débuts d'Aréopagite, les vies apocryphes de saints, etc. À la Bibliothèque nationale de Sofia, en Bulgarie, il découvrait les textes géorgiens du typicon de ce vaste et grand domestique d'Occident, Grégoire Pachourianos, du XIe siècle, qui fit le triomphateur et fondateur du monastère de Pachkovo, en géorgien Petritsoni. C'est le monastère, bien sûr, maintenant dépend de Bulgarie, mais le fondé en géorgien. Ce monastère fut fondé par des géorgiens et son fondateur rédigea les typicons du monastère en géorgien, en grec et en arménien. Les textes découverts par Père Peradze dans la bibliothèque universitaire, c'est les textes géorgiens des typicons du monastère. Et même, malheureusement, la guerre ne permet pas de faire quelque chose, mais cet manuscrit était découvert encore une fois par le professeur Chanidze, un excellent spécialiste de la littérature géorgienne, et publié en langue géorgienne. Grégoire Peradze avait signalé ces découvertes, parce que c'est vraiment une grande découverte, dans un article publié en polonais, en allemand et en anglais. Actuellement, les 3 versions de ce typicon sont déjà publiées. Aussi accompli un voyage, il faut dire un pèlerinage, en terre sainte en Syrie, où il rapporta en août de palimpsestes géorgiens du VIe siècle. Il publia ses souvenirs de voyage dans la périodique Slovo en langue polonaise, de nouvelles de métropolie orthodoxe. Maintenant, ces souvenirs sont publiés en langue polonaise, géorgien et anglais. Il apporta également de ce voyage une collection de photos et documents. Grâce à cette mémoire de voyage à Terre Sainte, Madame Kamila Galoglishvili a trouvé ruines de monastères géorgiens dans la pustine de Terre Sainte. Il faut noter aussi qu'il passa aussi le temps en Italie, à Florence, à Naples, à Venise, pour trouver les anciens documents en langue géorgienne, recherche sur Denis d'Aréopagite. Pendant les vacances de Pâques en 1938, il travailla à la Bibliothèque nationale de Paris sur l'apologie de Tatienne et aussi dans la Bibliothèque de Grasse et de Vienne, où il découvrit une version géorgienne du dialogue de Saint Grégoire théologien avec Saint Basile. Il faut rappeler également sa première découverte scientifique dans la bibliothèque bodléienne d'Oxford, d'un texte apocryphe géorgien, une lettre de Denis l'Aréopagite à l'évêque d'Éphèse Timothée sur le martyre des apôtres Pierre et Paul, et aussi la traduction de Didache datant du 8e siècle, la traduction géorgienne de Didache, et aussi un évangile apocryphe. Pour ce qui est de l'œuvre scientifique du Père Grégoire Peradze, il faut tout d'abord attirer l'attention sur l'édition de sources. Il est vraiment un très bien éditeur de sources. Par exemple, Chronique du monastère de Saint-Jean-Baptiste, traduction de sources, comme l'Évangile monophysique géorgien. Une autre direction de sa activité concernait la publication des catalogues, comme catalogue de manuscrits géorgiens en Angleterre, en Autriche, les relations de voyage de pèlerins géorgiens en Terre Sainte, ce qu'on appelait les écrits en marge des livres dans la bibliothèque de Palestine et qui concernent la Géorgie. Et en toute première lieu, les catalogues de traduction de la littérature chrétienne ancienne en langue géorgienne, qui étaient très connus, c'est-à-dire le catalogue publié en langue allemande, publié une deuxième fois à Varsovie et aussi en langue allemande, augmenté grâce au professeur Bernard Houtier, David
Colbaya et moi-même pour le nouveau document. Et c'est un extraordinaire catalogue où tous les textes grecs et latins qui sont connus dans la traduction géorgienne sont indiqués. Et ça donne beaucoup parce que certains textes grecs ont disparu dans l'histoire, mais sont conservés en langue géorgienne. Il faut dire que cet article, ce n'est pas seulement une biographie, parce qu'on indique aussi les textes, qu'est-ce que c'est. Il dit pas seulement comme une biographie, dans la lettre numéro 25, il est expliqué pour qui, et quelles raisons, quel thème, etc. Les nombreuses recensions publiées apportent le témoignage de son érudition vraiment extraordinaire. Et souvent, il complétait le contenu du livre qu'il recensait parfois et polémisait avec les thèses des auteurs. Le courant que l'on pourrait appeler popularisation contient de nombreuses données, des hypothèses, des formulations très précieuses concernant divers aspects de l'Église, de l'histoire de Géorgie, mais aussi des paganismes géorgiens. Analysant par exemple le culte de Saint Georges en Géorgie et ses relations avec le paganisme, Grégoire Peradze contestait la thèse de Janashvili, selon laquelle le culte de Saint Georges en Géorgie s'inscrit dans la prolongeant du culte de la ligne, car il considère que la divinité principale dans la Géorgie païenne était le soleil. Et c'est maintenant vraiment très connu. C'est une proposition du père Peradze était vraiment vraie dans cette histoire où la thèse de Janashvili était partout acceptée. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata, le père Grégoire Peradze était à Varsovie. Il fut arrêté par le Gestapo le 5 mai 1982. Le prétexte immédiat pour son arrestation était une provocation et dénonciation. On a retrouvé 7 documents permanents de reconstituer au moins certains événements de cette époque, et en particulier de retrouver la date de l'arrestation du père Grégoire. Le père Grégoire Peradze fut tout d'abord détenu à la prison de Pagak à Varsovie. De là, au mois de novembre, probablement le 18 novembre 1982, il fut transféré au camp de concentration d'Auschwitz. L'acte de décès délivré par les commandatures du camp ainsi que d'autres documents permettent d'établir qu'il est mort le 6 décembre 1982 à 4h54 à Auschwitz. Et après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Église orthodoxe de Géorgie commença le processus de canonisation du père Grégoire, processus qui se conclut au concile local de l'Église géorgienne par la canonisation du père Grégoire Peradze comme saint martyr. Le père Grégoire Peradze a joué un grand rôle dans l'histoire de la science, non seulement polonaise, mais mondiale, comme la thèse de nombreuses notions et les références à ses travaux par les savants spécialistes de diverses disciplines tels que André Tardy, Linus Aspal, Paul Krieger, ainsi que le Clavis Patrum Grecorum. Ces travaux ont été hautement appréciés pour ce qui concerne sa contribution aux études géorgiennes à l'Allemagne. Et maintenant, après la mort et après la canonisation, nous gardons le souvenir de l'homme de science, de moine. Nous rendons hommage à sa mémoire et à son œuvre scientifique, sa vie surtout, l'année de séjour en Pologne, mais aussi ici en France. Et nous avons déjà publié en langue polonaise et en langue géorgienne tous les travaux scientifiques et de mémoire de Grégoire Peradze. Certains textes, comme les mémoires, sont déjà traduits aussi en anglais.
Et grâce, il faut dire, de sa canonisation, maintenant à l'université à Varsovie, en très vivante section de l'éthique géorgienne, est publié les deux journaux scientifiques, Progeorgia et Caucasica Antiqua et Christiana, qui sont de bonne qualité. Je pense, je ne sais pas, monsieur le professeur, je pense que c'est la même chose. Et c'est grâce à Grégoire Peradze. Tout de suite, après la Deuxième Guerre mondiale, les deux prisonniers des camps de concentration de Auschwitz ont venu de la métropole orthodoxe à Varsovie pour donner un témoignage que Grigol Peradze, dans un moment décisif pour la commande, c'est-à-dire un groupe de travailleurs qui ont travaillé très fort dans ce monastère, et quelqu'un a volé du pain. Et la décision du commandant du camp, c'est Reus, qui est un très connu criminaliste, a dit qu'il faut chasser tous les commandes. Parce qu'il n'y a pas de voleurs dans le Reich. Et c'est Grégoire Peradze qui a dit c'est moi le voleur. Et c'est lui, à cause de ça, était torturé et chassé par les Allemands. Mais, après, ces deux prisonniers d'Auschwitz ont emporté la croix pectorale de Saint-Grégoire Peradze, et cette croix a disparu. Et dans l'année passée, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que c'est l'anniversaire de la mort. Nous avons trouvé cette croix. Il est à Varsovie. Peut-être il est le propriétaire de quelqu'un, mais le propriétaire a décidé, après sa mort, que cette croix reste dans l'église orthodoxe, dans la chapelle de Saint-Grégoire. Cette croix est aussi un témoignage que ces deux prisonniers d'Auschwitz sont vraiment venus de Varsovie avec cette croix, parce que nous avons voir les photos du Père Peradze avec la même croix, et il n'y a pas beaucoup de croix de la même façon. Non, c'est pas. Non. De cette façon, parce que c'est la croix celtique qui, probablement, métropolite Germanos a donné lui au moment qu'il a pris la dignité de l'archimandrite à Londres. C'est-à-dire, je pense que c'est un exemplaire unique dans toute la Pologne, là, dans cette maison. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Encore une fois, Monseigneur, parce que je suis ici, j'ai la possibilité de dire quelque chose sur Saint Grégoire Peradze, qui, grâce à lui, vraiment, nous avons la possibilité de faire quelque chose aussi en Pologne, à l'université. Surtout, je voudrais dire que l'université de Varsovie a déjà organisé une conférence scientifique caucasiologique du Saint Grégoire Peradze, c'est officiellement son patronage de Saint Grégoire. Et à Białystok, c'est une ville en Pologne, consacrée au jour de la mort, c'est-à-dire le 6 décembre, l'année passée, l'église de Saint Grégoire Peradze. Il y a d'autres chapelles à Varsovie et aussi à Tbilissi. Il y a une église orthodoxe qui est à côté de la rue qui porte la nom de rue de Saint Grégoire Peradze. C'est-à-dire le culte vraiment augmenté. Et grâce à la publication, il a à nouveau entré dans la vie scientifique chez les orientalistes, surtout, parce qu'il est un orientaliste vraiment renommé pendant la période de guerre mondiale. Merci beaucoup.